le djihadisme, ça a quand même la palme de la barbarie en ce moment. Si on était au temps de l'Inquisition, je dirais peut-être pas ça, mais enfin aujourd'hui, c'est les djihadistes qui tiennent quand même la palme de la barbarie. Donc, Parmi les visages des gens qui sont pris en otage, il y a celui du petit Ethan, parce qu'il y a des Français parmi les otages aussi. Écoutez sa grand-mère. À 9 heures du matin, ils ont entendu des tirs sur leur maison. Ils étaient dans un abri. Mon fils retenait la porte de la pièce blindée pour que les terroristes ne s'en prennent pas aux enfants. Ils se tenaient là, mais ils ont quand même brisé les fenêtres et les portes et ont tiré dans tous les sens. Ils ont pénétré dans la maison, ils ont tiré sur mon fils et l'ont blessé. Ils ont bousculé Batsheva, ma belle-fille, et les 3 enfants vers l'extérieur. Ensuite, ils les ont emmenés sur des scooters. Les terroristes étaient armés de Kalachnikov. Eitan, mon petit-fils, a été mis sur un autre scooter en direction de Gaza. Le choix, est-ce que négocier avec le Hamas, c'est la garantie de pouvoir libérer les otages? 32-16 pour en parler avec les GG. Barbara? écoutez, dans la tradition juive, la vie n'a pas de prix et on peut et on doit absolument tout sacrifier à la vie. Et je pense que c'est ce que savent les djihadistes. Moi, j'appelle même pas ça des terroristes ou quoi. Pour moi, c'est des djihadistes. Et la matrice idéologique du Hamas, c'est le djihadisme. Donc, avec des fanatiques religieux tels que le sont les djihadistes, il y a beaucoup d'autres fanatiques religieux dans le monde, mais on doit quand même dire que le djihadisme, ça a quand même la palme de la barbarie en ce moment. Si on était au temps de l'Inquisition, je dirais peut-être pas ça, mais enfin aujourd'hui, c'est les djihadistes qui tiennent quand même la palme de la barbarie. Donc avec ces gens-là, déjà, rien ne se négocie. Et c'est des gens qui, de toute façon, ont le culte de la mort. Et ils le disent. Et ils le disent pas depuis aujourd'hui, depuis toujours. Et je vais vous dire, même une personnalité comme Arafat, qui n'était pas un islamiste du tout, qui n'était pas un djihadiste, qui était un chef de parti plutôt laïque, etc. Même lui, il avait cet imaginaire et il savait qu'il fallait qu'il cultive cet imaginaire d'adoration de la mort et du sacrifice par la mort, quitte pour tuer même une vie juive. Donc, ces gens-là, on ne peut rien négocier avec eux. Il n'y a rien de négociable. Rien de négociable. Rien de négociable. On a vu un otage, Gilad Shalit, et c'est bien parce que aussi Gilad Shalit était franco-israélien que ça a duré aussi longtemps, parce que je pense que si Gilad Shalit n'avait pas bénéficié aussi d'une forme de soutien international, peut-être que son sort aurait été réglé bien avant. Ils l'ont négocié. Ils l'ont négocié contre 1500 prisonniers palestiniens, dont des terroristes qui avaient du sang sur les mains et qui étaient condamnés à perpétuité. Vous croyez que pour 150 otages, il va falloir en libérer combien de tous ces barbares qui sont dans les prisons israéliennes et qui doivent y rester jusqu'au bout de leur peine, c'est-à-dire leurs 70 ans? Je sais pas, moi je sais pas moi décider. Sachant qu'il y a quand même des otages étrangers, donc il y a des otages étrangers, il y a des Thaïlandais, il y a des Américains. C'est l'affaire de La question là, c'est une question hautement stratégique. Mais ça ne peut pas être une question diplomatique, parce que qui sont les interlocuteurs diplomatiques du Hamas? L'Iran. Vous croyez qu'on va négocier quelque chose avec l'Iran, alors que les Iraniens aujourd'hui sont sans doute à la matrice aussi de cette opération? Et j'ai entendu des officiers israéliens qui détricotent chacune des vidéos, dire que dans des vidéos actuellement à Gaza City, d'otages pris en vidéo par les gens du Hamas, on entend des gens parler en farsi, on entend des gens parler en perse. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute même des agents iraniens aujourd'hui dans Gaza City. Donc moi je pense, et on en reparlera tout à l'heure, le grand problème aussi de cette histoire du Hamas, du Hezbollah, de ces gens-là, c'est l'Iran. Et ça fait des années et des années que la pieuvre iranienne, et c'était des Israéliens qui avaient théorisé cette doctrine de la pieuvre des Iraniens, c'est-à-dire que les Iraniens, ils laissent aller mourir les autres. Le Hezbollah fait le boulot, le Hamas fait le boulot, et quelque part couper les tentacules, on voit bien, ça sert à rien depuis des années qu'on bombarde le Hezbollah. D'accord, mais c'est pas très rassurant pour le sort des otages. Non, c'est pas rassurant, parce que le problème, il est à Téhéran. Et les Iraniens eux-mêmes le disent, et les Iraniens subissent ça aussi. Donc ces gens-là, il faut tuer la tête déjà. Et la tête, c'est l'Iran. La tête, c'est les chefs du Hamas. Et les chefs du Hamas, ils sont là depuis des années. Eux, vous inquiétez pas, hein. Eux, ils sont à l'abri dans les tunnels. Leur population, et ils font pleurer devant les caméras les pauvres Gazaouis qui ont nulle part où se cacher. Mais eux, ils savent très bien se cacher dans les tunnels. Et ils ont de l'argent pour creuser les tunnels, puisque le Qatar, la Turquie et l'Iran leur filent des milliards depuis des années. Et donc, tout ça devant les yeux de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, tu es assez pessimiste sur le je sort suis de très ces otages. pessimiste, parce que la communauté internationale, elle a une responsabilité. Et c'est aussi à la communauté internationale de faire en sorte de forcer le Hamas à rendre les otages. Et ensuite,
on tue le Hamas. C'est tout. Il n'y a pas d'autre discussion. Je suis désolée d'être aussi radicale dès 9h du matin et dès l'ouverture de l'émission. Mais pour moi, le Hamas, ça fait déjà longtemps qu'il aurait fallu le décapiter, ne serait-ce que pour la liberté des Gazaouis. Laura Gamani, tu as signé, je précise que tu as signé une tribune. Il y a des personnalités qui ont pétitionné pour la libération des otages. Tu as signé cette tribune qui est parue notamment dans Le Point. Dans Le Point. Bien sûr, je ne sais pas à quoi servent nos mots et nos signatures face à la barbarie. Je suis vraiment bouleversée depuis 3 jours de ce qui se passe. Mais on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que nous, on est humblement un stylo pour signer des tribunes. Donc ça, je le ferai autant que possible. Je rejoins ce qu'a dit Barbara, qui me semble être très juste. Vous savez, il y a cette phrase, alors excusez-moi, je vais mal la paraphraser, qui est commune, je crois, aux 3 livres, en tout cas, je sais qui est commune dans le texte sacré musulman et juif, qui est « sauver une vie, c'est sauver l'humanité ». Et donc, on devrait, pour chaque otage, pour chaque vie, se mobiliser internationalement, la communauté internationale, les forces en place. Et ce que fait le Hamas avec les otages, avec les vidéos, et je vais y venir, qui ont été publiées sur les réseaux, c'est vraiment faire primer la barbarie, la mort sur la vie. Et en ce sens, il se distingue bien sûr du peuple juif, mais il se distingue aussi de l'islam et de la tradition musulmane qui sacralise la vie. Et donc, je crois qu'il n'y a pas évidemment de doute sur l'immondice et la barbarie de ce mouvement. Et j'irai encore plus loin que sur le fait même d'avoir des otages. C'est la guerre de l'image. On le sait, ça fait longtemps, ça fait au moins 15 ans. Ouais. Je me rappelle déjà en 2006, 2008, on voyait déjà, en fait, depuis l'émergence des réseaux sociaux, on voit des vidéos de ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien, parfois des vraies vidéos, parfois des fausses vidéos. Je rappelle quand même aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'il faut faire attention parce que hier ou avant-hier, il y a une vidéo qui a fait le tour de Twitter. Or, c'était une vidéo qui avait été tournée en 2008 et en Syrie. Et ça a été dit genre 8 heures après qu'elle fasse le tour des réseaux sociaux. Là aussi, je crois que les réseaux sociaux ont une responsabilité et que, évidemment, ils ne la prennent pas parce que on n'est pas fait, on n'est pas programmé, nous les humains, pour voir des vidéos comme ce qu'on peut voir sur les réseaux depuis ce week-end. Et les terroristes on n'est pas dans un jeu vidéo. Les réseaux sociaux pour terroriser. Voilà, mais en fait, ils nous terrorisent. Des images d'otages qui sont assassinés, vidéos publiées sur Facebook. Mais vous savez, même quand vous êtes un Français, que vous n'avez rien à voir avec tout ça, et que vous ouvrez Twitter ce week-end, vous êtes traumatisé, vous êtes terrorisé. Parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans la vraie vie. Et on ne doit pas voir des images comme ça, on ne doit pas montrer des images comme ça. Et cette guerre de l'image... Ça va continuer. Et cette guerre de l'image, notamment avec les otages, elle est faite pour semer une barbarie totale qui va se retourner au premier chef contre les Palestiniens, en premier. Et ça, il y a une ambiguïté qu'il faut lever tout de suite, c'est que le Hamas sait très bien ce qu'il fait et il sait très bien quelle va être la riposte d'Israël. Elle n'est pas surprenante. Elle est en cours d'ailleurs. Elle est en cours, elle n'est pas surprenante. Bruno Poncet. Tout d'abord, moi je peux vous dire que ce qui s'est passé ce week-end et moi les images que j'ai vues ont résonné en moi d'une façon un peu... On a beaucoup parlé d'un Bataclan en parlant de ce festival de musique qui a été attaqué. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, quand tu vois ces images de parachutage, et que tu vois ces gamins qui dansent et qui se rendent pas compte de ce qui va leur arriver, moi j'ai vécu exactement la même chose en fait. Et quand là on parle d'otages, moi ce que j'en sais, c'est que nous au Bataclan, les otages, et moi j'ai des amis qui étaient otages, les policiers pensaient pas les sortir vivants. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tout faire pour sortir vivants ces 150 otages et que ça soit la priorité. Et en fait, peut-être qu'à un moment donné, voilà, il faudra de la chance, il faudra autre chose, mais il faut vraiment tout faire pour les sortir vivants parce qu'il y a toujours un espoir. Donc négocier. Mais il faut négocier. Alors après, la négociation, il faudra voir ce qu'ils veulent au bout parce qu'effectivement, si tu en échange d'un sergent, tu leur donnes 1500 terroristes. Qu'est-ce qu'ils veulent pour 150 ? Voilà, il faudra vraiment discuter, mais il faudra les sortir parce que c'est ce qu'ils veulent. La charte du Hamas veut la destruction d'Israël, donc eux, de toute façon, leur objectif c'est ça. Donc on le sait, in fine. Le problème, c'est qu'on peut pas négocier. Enfin, ils veulent Hamas. aussi sauver leurs milliards de dollars parce que Ismaël Haniyeh et toute sa clique, je pense que les comptes en Suisse vont bien de ce point de vue. Donc de toute façon, même si demain ils arrivent à se faire exfiltrer, eux, t'inquiète pas, ils iront vivre tranquilles sur les plages de la Côte d'Azur. Parce qu'il faut quand même aussi le rappeler ça à tous les soutiens de la cause palestinienne. C'est que d'ailleurs, hélas, que ce soit l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas
et le Hamas, ce sont des autorités corrompues. Et encore une fois, la société civile palestinienne, les intellectuels palestiniens, qu'ils soient en diaspora ou qu'ils soient en Cisjordanie et à Gaza, ils peuvent rien dire parce que c'est digne de la Corée du Nord, c'est des gens qui pleurent de voir leur chef corrompre et détruire leur cause. Parce que la cause palestinienne, bien sûr, l'État israélien, et en particulier Benjamin Netanyahou, a énormément de responsabilités dans la dégradation de la crédibilité de l'autorité palestinienne. Mais l'autorité palestinienne elle-même et les chefs palestiniens, depuis des années, n'ont cessé de se gaver. Arafat lui-même avait une fortune incroyable qui s'était fait sur le dos du peuple palestinien. Donc ça aussi, les vrais défenseurs du peuple palestinien, ils devraient d'abord les aider à fonder une vraie société démocratique. Mais comme les Iraniens, ça fait depuis 79 qu'on n'arrête pas de laisser les Iraniens enfermés dans ce régime. Ah bah c'est difficile. Mais Gaza, c'est une dictature. Les Gazaouites sont eux-mêmes otages de leurs dirigeants aussi. Et il y a eu des journalistes qui se sont infiltrés dans Gaza et qui ont réussi à faire parler des Gazaouis en secret. Et les gens disaient on n'en peut plus du Hamas. Mais tu vois, tu disais, tu filais la métaphore ou la comparaison en disant le Bataclan, puisque tu y étais. Bataclan, c'était un lieu clos, il y a eu des discussions, et ensuite il y a eu une intrusion, une incursion pour neutraliser les terroristes. Là, les otages, ils sont dispersés, et personne ne sait où ils sont. Et en plus, tu as entendu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, à chaque fois qu'il y aura une frappe, on tuera un otage. Sans préavis. Donc, sans préavis. Parce qu'il faut préciser qu'en général, l'Israël prévient qu'un tel immeuble va être frappé pour que les civils soient évacués. Bon, malheureusement, ils n'y sont pas tous parce qu'en plus, Gaza, c'est une ville très très dense. Donc forcément, quand on fait tomber un immeuble, il y a forcément des dommages collatéraux, comme on dit. Mais voilà ce que dit le Hamas. En même temps, le Hamas, c'est assez contradictoire ce qu'il raconte parce qu'il a besoin aussi de ses otages comme une monnaie d'échange et pour continuer à terroriser. Alors attendez, dans un instant, on sera à Netanya, en Israël directement, avec Fabrice qui est installé là-bas et qui appelle les GG et qui nous dira son sentiment. Mais on va retrouver l'un des envoyés spéciaux justement d'RMC et BFM TV, c'est Nicolas Poincaré qui est là-bas. Nicolas, bonjour. Est-ce qu'il reste encore des hommes du Hamas en territoire israélien? Est-ce qu'on le sait ça ou pas? Alors, c'est la grande question. Après ces 48 heures terribles donc, où le Hamas a envahi une partie du sud d'Israël, les Israéliens avaient promis de le plus vite possible reprendre le contrôle de leur territoire. Et ce qu'ils nous annoncent ce matin, c'est que c'est fait, ou plutôt que c'est fait plus ou moins. Ce sont les termes du ministère de la Défense. Ils ont plus ou moins repris le contrôle de toutes les localités autour de la bande de Gaza. Hier, j'étais à Sderot et de fait, l'armée israélienne est partout, mais extrêmement nerveuse. Les soldats patrouillent partout, pointent leurs fusils sur toutes les voitures qui circulent, contrôlent tout le monde. Et on entendait encore hier quelques échanges de tirs, ce qui voulait dire qu'il pouvait rester des éléments éventuellement isolés. Mais ce matin, les Israéliens disent qu'ils ont repris le contrôle donc des localités autour de Gaza et de la barrière, la fameuse frontière que l'on croyait infranchissable et qui ne l'a pas été. Ce matin, l'armée israélienne dit de nouveau, on la contrôle entièrement, une façon de rassurer les populations en disant il ne devrait pas normalement y avoir de nouvelles incursions. Nicolas, merci d'avoir été en direct avec nous. Nicolas Poincaré en direct d'Israël. Il y a quelque chose que dit Nicolas Poincaré qui est important parce que moi, les témoignages que j'ai aussi d'habitants en Israël, ils me disent on ne sait pas combien exactement de terroristes sont rentrés. Oui. Parce qu'il y en a peut-être qui ont réussi à rentrer plus profondément, à se cacher. Et le problème, c'est ça, il peut rester une poignée d'infiltrés, même s'il en reste 10, et que dans 3-4 jours, ils attaquent une école, ils attaquent quelque chose. Donc, les Israéliens sont très inquiets parce qu'ils en ont tué sans doute 98%. Mais même s'il en reste 2%, et que ces 2%, c'est 10-15 gars cachés aujourd'hui dans la banlieue de Tel Aviv, ou même plus haut encore. En dormant, quoi, en fait. En dormant, et qui ressortent dans une semaine. Il faut qu'ils aient des appuis. Mais ne vous inquiétez pas, ils en ont. On sait qu'ils en ont. Vous imaginez le quotidien des familles israéliennes depuis samedi qui sont barricadées chez elles avec leurs enfants, etc. et qui imaginent qu'à tout moment, il peut y avoir encore des terroristes qui rentrent dans leur maison. Alors, dans un instant,